Février 1944. L'hôpital militaire de Lemberg était une anomalie, une bulle d'ordre allemand suspendue au chaos du front de l'Est. Derrière ces briques rouges, réquisitionnées à une ancienne communauté monastique polonaise, tout obéissait à des lois prétendument immuables. Stérilité parfaite, ponctualité au millimètre, hiérarchie tranchante comme l'acier d'un scalpel. Dans les couloirs, l'iode et le désinfectant mordaient l'air. Près des bureaux, on devinait le café noir et la fumée des cigares, comme si le confort pouvait cohabiter avec la boue du monde. C'était un sanctuaire dédié à la réparation des pièces les plus précieuses de la machine nazie, officiers SS, pilates décorés, administrateurs du parti, tous traités comme des investissements qu'on devait remettre en service. Ce mardi-là, sous un ciel bas promettant encore la neige, le SS Sturmbannführer Dieter Boss a rendu son dernier souffle dans le lit numéro 7 de l'aile des officiers. 3 semaines plus tôt, on l'avait admis pour un éclat de métal dans l'épaule, une blessure presque propre, presque banale, subie lors d'une opération dite antipartisane. L'intervention, menée par le directeur lui-même, avait été un succès exemplaire. La cicatrice se refermait comme un dossier qu'on classe. Boss, 35 ans, robuste, sûr de lui, plaisantait encore la veille, persuadé de rejoindre son unité très vite. Et puis, sans éclat, sans scène, son cœur s'est arrêté, comme si un ressort interne avait décidé de ne plus tenir. Le docteur Albrecht, cardiologue chef aux cheveux d'argent, s'est figé devant l'incompréhensible. Il a relu 3 fois les bandes de l'électrocardiogramme, de légères irrégularités, rien qui annonçait un effondrement total. Alors il a écrit, de sa calligraphie impeccable, une formule qui protège l'autorité, insuffisance cardiaque aiguë d'origine idiopathique, un mot savant pour couvrir un trou noir. Personne n'a crié, personne n'a soupçonné autre chose. Personne, absolument personne, n'a remarqué la jeune fille de 18 ans agenouillée dans le couloir, qui frottait le linoléum avec des gestes réguliers, sans expression, comme un meuble vivant. Elle s'appelait Léa. Ici, elle était moins qu'une ombre. Et pourtant, dans cette invisibilité même, quelque chose de froid, de précis, commençait à s'éveiller, nourri par une mémoire de plantes, de doses, et par une injustice trop vaste pour se contenter des larmes. Avant que le monde ne se fracture, l'univers de Léa tenait dans une pièce chaude et sombre, saturée d'odeurs de plantes séchées et de verre propre. La pharmacie de son père, Alvouf, cette ville qu'on rebaptisait au gré des bottes et des drapeaux, comme si changer un nom suffisait à effacer des vies. Son père, Shmuel, avait des lunettes épaisses et des mains qui sentaient la camomille, le clou de girofle, la poudre fine des racines pilées. Il n'était pas seulement un commerçant, il était un botaniste de cœur, un homme qui croyait que la nature cachait une recette dans chaque feuille. Léa n'a pas grandi avec des poupées, mais avec un mortier de marbre, et ses premières lectures n'étaient pas des contes, mais les étiquettes en latin que son père traçait avec une patience d'orfèvre. Il répétait toujours la même loi, comme une prière scientifique. Tout est une question de dose. Le poison n'est qu'un remède trop concentré, et le remède devient poison quand la main dépasse la mesure. Le soir, quand la lumière tombait, il lui parlait de la digitale pourprée, la belle fleur violette qui peut soutenir un cœur fatigué, puis l'épuiser si on insiste, goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à ce que l'électricité du corps se dérègle et que la fin ressemble à une fatalité naturelle. Personne ne cherchera la trace de la fleur, disait-il, parce que le monde préfère croire à la faiblesse plutôt qu'à la main invisible. Ce monde-là, fait de précision et de merveille, a été pulvérisé. La boutique, la famille, les rires, tout a disparu dans une opération de 2 jours qui a emporté ses parents et son petit frère comme on balaie de la poussière. Léa n'a pas survécu par miracle, mais par utilité. Lors d'une sélection pour le travail forcé, un officier SS l'a vu lire sans hésiter une étiquette allemande sur une boîte de morphine confisquée.
Une jeune juive qui comprenait la terminologie médicale était une ressource, pas une personne. On l'a envoyée à l'hôpital militaire comme aide invisible, plus bas que les infirmières, plus bas que les brancardiers, chargée d'effacer la saleté et les restes de ceux qui se croyaient supérieurs. Et dans cette place où on ne la regardait pas, elle a appris à écouter. Les officiers parlaient devant elle comme devant un meuble, ils riaient de ce qu'ils avaient fait, ils se plaignaient du café, ils racontaient leurs exploits avec une légèreté qui transformait la cruauté en routine. Chaque phrase tombait en elle comme une goutte d'acide, dissolvant la jeune fille terrorisée et laissant apparaître autre chose, plus dur, plus froid, plus précis. Une colère méthodique, pas brûlante mais calculée, a commencé à prendre forme, comme une hypothèse. Le problème, ces hommes vivaient. La solution, une question de dose. Le passage de l'hypothèse à l'acte n'a pas été une explosion de rage, mais un travail d'une rigueur presque scientifique. Léa savait qu'une seule erreur la conduirait vers une mort lente et exemplaire et fermerait à jamais la seule voie de justice qui lui restait. Alors, elle a commencé par étudier son environnement comme un laboratoire vivant. L'aile des officiers est devenue son écosystème et ses occupants des sujets d'observation. Elle a perfectionné son invisibilité jusqu'à en faire un outil. Sa respiration s'est faite discrète, ses pas silencieux, son visage vide comme une page blanche sur laquelle personne ne s'attarde. En changeant des draps trempés de sueur, elle mémorisait les noms gravés au pied des lits et les associait aux visages et aux conversations. En vidant les récipients métalliques, elle notait les habitudes alimentaires, les faiblesses, les rythmes. Mais son véritable intérêt s'est porté sur le personnel. Les infirmières allemandes, impeccables dans leurs uniformes, formaient le système de défense de l'hôpital. Il fallait comprendre leurs routines et leurs fissures. La sœur Hildegarde, l'infirmière-chef, était le cœur du mécanisme, une femme sévère, réglée comme une horloge, pour qui le protocole était une religion. Sous son autorité, les plus jeunes laissaient pourtant filtrer des failles humaines. Anke rêvait souvent près des fenêtres et remplissait les carafes sans les vider complètement. Ingrid abandonnait parfois le chariot de médicaments quelques minutes pour échanger des murmures avec un officier. Greta, débordée, signait des registres sans toujours revérifier les doses. Ces détails minuscules formaient une carte mentale dans l'esprit de Léa, un plan des points faibles d'un ordre qui se croyait invincible. L'arme qu'elle cherchait poussait déjà sous leurs yeux. Par une ironie presque cruelle, une rangée de digitales pourpres bordait l'allée menant à l'entrée principale. Les fleurs violettes se balançaient doucement dans le vent d'hiver, plantées là pour leur beauté décorative, ignorées comme ce qu'elles étaient vraiment, une pharmacie silencieuse. Avant l'aube, après ses longues heures de travail, Léa se glissait dans le jardin gelé. Ses doigts engourdis cueillaient quelques feuilles qu'elle cachait sous son tablier usé. Dans un petit local sans fenêtre près des chaudières, éclairé par une bougie volée, elle recommençait les gestes appris autrefois. Elle écrasait les feuilles, mélangeait la pulpe avec de l'alcool subtilisé goutte à goutte, patientait pendant des jours, puis réduisait lentement le liquide jusqu'à obtenir une essence claire, presque invisible. Dans ce minuscule flacon reposait un poison pour le cœur, une vis qui se resserrait lentement dans la poitrine de celui qui l'absorberait. Il lui fallait maintenant choisir son premier sujet, et son choix s'est posé avec une évidence glaciale sur l'homme dont la voix résonnait encore dans les couloirs avec des récits de chasse humaine, le Sturmbannführer Boss. Le choix de Boss n'était pas dicté par son grade, mais par ses paroles, par cette façon qu'il avait de rire en décrivant la peur des autres comme un divertissement. Son lit se trouvait à l'extrémité du couloir, là où la surveillance se relâchait légèrement la nuit. Léa avait observé pendant 2 semaines la routine d'Anke. Lors de sa ronde nocturne, l'infirmière se contentait de remplir la lourde carafe d'eau posée sur la table de chevet sans jamais la vider complètement. Le poison pouvait s'accumuler, nuit après nuit, sans éveiller le moindre soupçon.
La première administration s'est déroulée dans un silence presque sacré. Boss dormait, son souffle lourd emplissait la chambre. La neige chuchotait contre la fenêtre. Léa s'est approchée avec son flacon caché dans la paume. Son cœur battait vite, mais ses mains restaient étonnamment stables. 3 gouttes ont glissé dans l'eau immobile et se sont dissoutes sans trace. Elle a répété le rituel pendant 9 nuits consécutives, une dose minuscule chaque fois, construisant lentement l'effondrement à venir. Le jour, elle observait sans fixer. Au 4e jour, Boss s'est plaint de nausées persistantes. Au 6e, il a mentionné voir des halos jaunâtres autour des lumières. Le docteur Albrecht a attribué ces signes à la fatigue et aux analgésiques. Au 8e jour, les appareils ont commencé à enregistrer des irrégularités plus nettes. Et ce mardi gris, son cœur s'est arrêté sans drame. Pour l'hôpital, c'était un incident regrettable, mais explicable. Pour Léa, c'était la confirmation froide que le système pouvait être pénétré. Pourtant, elle n'a ressenti ni triomphe ni joie, seulement une clarté nouvelle. Une mort isolée était une anomalie. Répétée, elle deviendrait un motif impossible à ignorer. Son prochain sujet s'est présenté presque aussitôt. L'Oberst de la Luftwaffe, Wolfgang Müller, installé dans le même lit, brûlé aux mains et au visage après la chute de son bombardier. Müller était l'opposé de Boss, bruyant, avide d'audience. Il divertissait les jeunes infirmières avec des récits enthousiastes de bombardements, décrivant les colonnes de réfugiés comme des points mouvants dans un spectacle lointain. En nettoyant près de sa fenêtre, Léa a senti son estomac se serrer en l'écoutant. Elle a commencé à l'étudier avec la même précision. Derrière son arrogance, Müller était rongé par l'insomnie et la peur. Le jeune docteur Richter lui avait prescrit un puissant sédatif pour calmer ses nuits. Léa a remarqué un autre détail, une flasque d'argent qu'il remplissait chaque soir de cognac avant d'avaler son médicament. Dans son esprit, la combinaison résonnait comme une équation simple. 2 forces qui, réunies, pouvaient plonger une respiration dans un sommeil trop profond pour en revenir. Avant que le monde ne se fracture, l'univers de Léa tenait dans une pièce chaude et sombre, saturée d'odeurs de plantes séchées et de verre propre. La pharmacie de son père, Alvouf, cette ville qu'on rebaptisait au gré des bottes et des drapeaux, comme si changer un nom suffisait à effacer des vies. Son père, Shmuel, avait des lunettes épaisses et des mains qui sentaient la camomille, le clou de girofle, la poudre fine des racines pilées. Il n'était pas seulement un commerçant, il était un botaniste de cœur, un homme qui croyait que la nature cachait une recette dans chaque feuille. Léa n'a pas grandi avec des poupées, mais avec un mortier de marbre, et ses premières lectures n'étaient pas des contes, mais les étiquettes en latin que son père traçait avec une patience d'orfèvre. Il répétait toujours la même loi, comme une prière scientifique. Tout est une question de dose. Le poison n'est qu'un remède trop concentré, et le remède devient poison quand la main dépasse la mesure. Le soir, quand la lumière tombait, il lui parlait de la digitale pourprée, la belle fleur violette qui peut soutenir un cœur fatigué, puis l'épuiser si on insiste, goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à ce que l'électricité du corps se dérègle et que la fin ressemble à une fatalité naturelle. Personne ne cherchera la trace de la fleur, disait-il, parce que le monde préfère croire à la faiblesse plutôt qu'à la main invisible. Ce monde-là, fait de précision et de merveille, a été pulvérisé. La boutique, la famille, les rires, tout a disparu dans une opération de 2 jours qui a emporté ses parents et son petit frère comme on balaie de la poussière. Léa n'a pas survécu par miracle, mais par utilité. Lors d'une sélection pour le travail forcé, un officier SS l'a vu lire sans hésiter une étiquette allemande sur une boîte de morphine confisquée. Une jeune juive qui comprenait la terminologie médicale était une ressource, pas une personne. On l'a envoyée à l'hôpital militaire comme aide invisible, plus bas que les infirmières, plus bas que les brancardiers,
chargée d'effacer la saleté et les restes de ceux qui se croyaient supérieurs. Et dans cette place où on ne la regardait pas, elle a appris à écouter. Les officiers parlaient devant elle comme devant un meuble, ils riaient de ce qu'ils avaient fait, ils se plaignaient du café, ils racontaient leurs exploits avec une légèreté qui transformait la cruauté en routine. Chaque phrase tombait en elle comme une goutte d'acide, dissolvant la jeune fille terrorisée et laissant apparaître autre chose, plus dur, plus froid, plus précis. Une colère méthodique, pas brûlante mais calculée, a commencé à prendre forme, comme une hypothèse. Le problème, ces hommes vivaient. La solution, une question de dose. La nouvelle ère de surveillance a transformé l'aile des officiers en forteresse de protocole. Chaque geste était vérifié, chaque flacon compté, et Léa a été contrainte d'entrer dans une hibernation calculée. En apparence, elle n'était plus que la jeune fille qui frottait les sols, docile et effacée. À l'intérieur, pourtant, la patience se tendait comme un fil. Elle continuait d'entendre les récits arrogants des officiers en convalescence, chaque mot ravivant la braise froide qui la maintenait en mouvement. Elle se répétait que la précipitation la conduirait tout droit vers une salle d'interrogatoire et que seule l'attente pouvait préserver sa guerre silencieuse. L'occasion parfaite est arrivée à la fin d'avril, enveloppée d'une tension presque solennelle. L'arrivée du SS Obergruppenführer Friedrich von Kessler a figé l'hôpital dans un silence respectueux. Des voitures noires se sont arrêtées devant l'entrée, des hommes en manteau de cuir ont pris position dans les couloirs. Von Kessler, l'un des principaux architectes des opérations d'extermination dans la région, souffrait d'une grave hémorragie digestive. Pour Léa, son nom n'était pas une abstraction du pouvoir, mais une cicatrice personnelle. C'était sa signature qui figurait au bas de l'ordre ayant scellé le destin de sa famille. Le voir pâle et affaibli dans un lit d'hôpital ne lui a apporté aucune consolation, seulement une colère si nette qu'elle en devenait presque respirable. Son traitement est devenu la priorité absolue. Une chambre isolée, gardée en permanence, lui a été assignée. Le docteur Albrecht supervisait chaque étape et Hildegarde semblait omniprésente. Les méthodes précédentes de Léa étaient inutilisables. Eau contrôlée, médicaments administrés sous surveillance directe, accès au stock sévèrement restreint. Elle devait trouver un vecteur entièrement nouveau, une arme qu'elle pourrait introduire de l'extérieur et administrer sans briser la muraille de protocole entourant cet homme. C'est alors qu'une autre leçon enfouie dans sa mémoire a refait surface. L'existence de toxines capables d'imiter parfaitement la maladie, des poisons qui laissaient derrière eux un tableau clinique indistinguable d'une infection fulgurante. L'idée s'est imposée avec une clarté glaciale. Si elle réussissait, la mort ressemblerait à une énigme médicale et non à un acte humain. Et pour la première fois depuis des semaines, Léa a senti que la forteresse n'était peut-être pas invincible, seulement plus complexe à pénétrer. Pour obtenir ce dont elle avait besoin, Léa a dû sortir des limites rassurantes de l'hôpital et s'aventurer dans une ville devenue étrangère. Elle se souvenait d'un ancien jardin botanique universitaire, laissé à l'abandon depuis les combats, un endroit que la plupart évitaient par superstition et par peur. Lors d'une rare permission, elle s'y est rendue en traversant des rues silencieuses, où les façades portaient encore les cicatrices des bombardements. Le jardin était envahi par les herbes hautes et les cerisiers laissaient entrer un vent froid. Là, dans un coin oublié, elle a trouvé la plante qu'elle cherchait, reconnaissable entre toutes, ses fruits rouges suspendus comme des avertissements. Son cœur battait avec une intensité douloureuse, tandis qu'elle en prélevait quelques capsules, les enveloppant soigneusement dans un morceau de tissu. De retour dans son refuge souterrain près des chaudières, elle a travaillé avec une concentration totale. Chaque geste rappelait les leçons de son père, mais cette fois la finalité était radicalement différente. Elle a broyé, filtré, attendu, transformant une matière brute en une substance presque invisible. Le résultat tenait dans une quantité minuscule, pourtant suffisante pour provoquer un effondrement progressif du corps humain. Restait la question la plus délicate, l'introduire dans le système de von Kessler. La réponse s'est présentée sous la forme d'un protocole médical nécessaire à son traitement. Pour combattre son affaiblissement, les médecins avaient prévu des transfusions régulières.
Le sang était prélevé dans une pièce voisine, puis transporté immédiatement dans sa chambre. Léa a observé la procédure avec une attention fébrile, repérant le seul instant où le contenant restait sans surveillance. La nuit choisie, elle a dissimulé une petite seringue parmi ses outils de nettoyage. À l'heure précise, une urgence dans une autre aile a attiré l'infirmière responsable. Pendant quelques secondes suspendues, le couloir a semblé se vider de tout son bruit. Léa s'est avancée, a agi avec la rapidité d'un mécanisme parfaitement réglé, puis a repris sa place dans l'ombre avant que quiconque ne revienne. Lorsque la transfusion a commencé derrière la porte fermée, elle a regardé sans émotion apparente le liquide s'écouler lentement. Dans ce geste minuscule se jouait la conclusion d'une équation qu'elle préparait depuis des mois. La réaction n'a pas été immédiate. Pendant plus d'une journée, l'état de von Kessler a semblé se stabiliser, ce qui a brièvement rassuré le personnel. Puis, la tempête a commencé. Des frissons violents ont secoué son corps, suivis d'une fièvre fulgurante qui a transformé sa chambre en centre d'urgence. L'homme qui avait signé des ordres de mort à la chaîne gémissait maintenant sous une douleur diffuse qui envahissait chaque muscle. Les médecins se sont précipités, multipliant les examens, incapables de nommer l'ennemi qui le dévorait de l'intérieur. Les analyses ne révélaient aucune infection identifiable. Sa plaie initiale restait propre. Tout indiquait un effondrement interne inexplicable, comme si son propre organisme s'était retourné contre lui. L'aile entière vibrait d'une tension électrique. Hildegarde interrogeait le personnel avec une sévérité accrue, cherchant une faute, une erreur humaine à corriger. Son regard passait au-dessus de Léa sans s'y arrêter, incapable de concevoir que la jeune femme silencieuse puisse être liée à ce chaos. Au 4e jour, le corps de von Kessler a cédé dans une défaillance progressive de ses organes. Sa mort a provoqué une onde de choc politique. Une autopsie spéciale a été ordonnée, menée par des experts venus de Berlin. Léa a attendu le verdict avec un calme extérieur qui masquait une peur fine et persistante. Le rapport final a décrit une destruction cellulaire massive sans cause identifiable. Aucune toxine connue n'a été détectée. Le dossier a été scellé sous une formule vague qui reconnaissait l'échec de la compréhension. Peu après, la guerre a rattrapé l'hôpital. L'artillerie soviétique grondait aux portes de la ville et une évacuation précipitée a dispersé le personnel allemand. Dans la confusion des départs, Léa a quitté son uniforme et s'est fondue parmi les civils. Interrogée plus tard par les autorités soviétiques, elle a raconté son histoire avec précision, mais son récit a été jugé trop extraordinaire pour être cru. Classé comme une invention née du traumatisme, son témoignage a été oublié. Elle a émigré après la guerre, changé de nom, étudié la chimie et consacré sa vie à créer des antidotes plutôt que des poisons. Elle n'a jamais parlé de ce qu'elle avait fait. Des décennies plus tard, lors de travaux dans l'ancien bâtiment, un carnet dissimulé a été découvert, rempli de notes méticuleuses reliant des noms, des dates et des formules. Cette trace silencieuse a finalement confirmé ce que personne n'avait voulu entendre. Dans cet hôpital ordonné, une jeune femme invisible avait mené sa propre guerre avec la science pour seule arme.